La 6e édition du Sommet international sur la finance et la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication, c'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications entre autres pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore, 2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, APN, FDI, Unibank, BNC, EIC, BUH, Ministère de l'économie et des finances, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20 et Challenge Magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Comme vous savez, chaque dimanche à 3h sur Radio Métropole et ses affiliés dans les villes de province. Et le dimanche soir à 7h sur Télémétropole. Et maintenant sur Canal Sat à travers le pays. Nous allons parler encore de gouvernance. Oui, gouvernance, on en tient. Parce qu'après le départ de M. Martelly comme président de la République, on en cesse de parler et on sait que le pays, pendant les 30 dernières années, il y a eu un sérieux problème de gouvernance. Mais lorsqu'on parle de gouvernance, on voit surtout le gouvernement. Oui, ça existe, la gouvernance publique, mais il y a également ce qu'on appelle corporate governance, à savoir la gouvernance des entreprises. On n'est pas trop fort là-dedans. Et pour avoir cette bonne discussion, nous allons avoir comme invité le docteur Paul Latortue. Monsieur Latortue, ça fait longtemps qu'on va venir dans Kayala. Ça fait un grand plaisir que nous retrouvions. Vous êtes venu en Haïti après 1985. Vous travaillez dans le pays, vous quitté depuis quelques temps. Pour les plus jeunes, qui est Paul Latortue? Paul Latortue est professeur d'économie à l'Université de Porto Rico, ancien directeur de l'unité centrale de gestion en Haïti et pendant près de 6 ans ou 7 ans. Gonaïvien est très intéressé au pays. Moi, je dis toujours que je vis à la fois sur Porto Rico et sur Haïti. Voilà. Gonaïvien, nous allons suspendre. Pourquoi cette précision? Haïtien d'abord. Oui, mais Haïtien d'abord. Je suis né au Gonaïve, j'ai vécu au Gonaïve, j'ai fait mes études primaires au Gonaïve, j'ai fait les études secondaires ici à Port-au-Prince au séminaire, mais le premier jour de vacances, j'allais toujours chez moi. Vous êtes marqué par Gonaïve. Mais les Latortue en général viennent du Cap. C'est à partir du Cap que certains membres de la famille sont arrivés au Gonaïve, peut-être au début du 19e siècle. Et les Latortue qui sont à Port-au-Prince sont venus à partir des Gonaïves. Mais l'origine, c'est le Cap. Il paraît qu'il y a eu même une relation avec Christophe, le roi. Bon, écoutez, sur l'Internet, j'apprends que l'intendant des finances du roi Christophe était un Latortue. Mais c'est sur l'Internet que j'apprends ça. Donc, pas à répéter samedi, à le check pour eux. Mais je suis haïtien et je suis caraïbéen. Et j'ai visité toute la Caraïbe, je connais très bien la Jamaïque, Cuba, la République dominicaine, et les Haïtiens dans les batailles, Porto Rico bien sûr, les îles Vierges, Guadeloupe, Martinique. J'ai fait ma philo en Guadeloupe. Donc je connais la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Trinidad. Donc, comme chercheur académique, vous jetez un coup d'œil très... Et je participe à des conférences sans cesse. Oui, pendant un certain temps, je faisais partie d'un groupe basé à Florida International University et on se réunissait tous les trimestres pour passer en revue ce qui se passait au niveau de l'économie de la Caraïbe. Très bien. Maintenant,
on voit bien ce qui se passe, gouvernance, on en discute tellement à travers le monde, le cas du Brésil, il y a des cas latino-américains, Haïti on en parle, un problème de Petro-Caribé, et Petrobras, c'est bien sûr le Brésil, l'affaire Lula et Rousseff. On a PDVSA cette semaine, on en parle également, l'indice de perception de la corruption d'Haïti a connu une certaine détérioration. Qu'est-ce qui se passe dans le monde sur ce problème de gouvernance? Bon, le désordre s'installe un peu. Il y a beaucoup plus d'espace pour que ce désordre puisse s'installer. La politique y est pour quelque chose. Mais en général, ce que nous devons savoir, c'est que sans gouvernance, il n'y a pas de progrès. Sans bonne gouvernance, il n'y a pas de progrès. Et chez nous, la bonne gouvernance ne s'est presque jamais installée. Et quand elle était installée, il fut un temps, c'était contre nous durant l'esclavage. Je ne vais même pas oser dire que c'était la bonne gouvernance, mais pour les maîtres, c'était la bonne gouvernance, mais pour nous, ce ne l'était pas. Et la prospérité économique que ce coin de terre a connue à ce moment-là, c'était une fausse prospérité, dans un certain sens, parce que la majorité des gens n'ont pas bénéficié, mais il y a tout un groupe de Français qui ont pu bénéficier. Et ceci nous a marqué. Ceci nous a marqué. Parfois, je sens que nous n'en sommes pas sortis. Et les gens ici, parfois, se comportent en maîtres. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a d'autres qui sont plus ou moins des serviteurs. Il nous faut réinventer ce pays et faire quelque chose avec, pour le bien de 10 millions d'individus qui vivent dans ce coin de terre. Vous êtes bien placé et en parlant de gouvernance, puisque vous avez connu une expérience avec le secteur public pour essayer de faire comprendre aux gens, attention, lorsqu'on décaisse de l'argent, il faut toutes des procédures en quelque sorte. Cette expérience vous a marqué? L'expérience de l'UCG entre 1995 et 2001 m'a fait connaître ce pays. C'est-à-dire que je crois comprendre un peu comment fonctionne et le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, puisque l'UCG répondait au bureau du Premier ministre et traitait avec un peu tout le monde, depuis le Palais national jusqu'au maire et au CASEC. On a fait du travail avec tout ce monde-là. Donc j'ai pu voir un peu de près comment fonctionne le ministère des Travaux publics, comment fonctionne le ministère de l'Agriculture, comment on décaisse et à la banque centrale, et comment se comportent les gens qui sont au pouvoir. Mais aussi, on a traité avec le secteur privé parce que les travaux étaient réalisés par des entreprises privées et par des ONG. Et les paiements se faisaient aussi à travers les banques. Donc, j'ai pu voir un peu comment fonctionne et le public et le privé. Et c'est ce moment-là passé dans ce pays qui m'a fait comprendre l'inefficacité de la gouvernance au pays. Et je me suis dit, depuis ce moment-là, que le jour où je pourrai, j'aiderai ce pays à monter un programme de maîtrise en administration des affaires, parce que c'est là que la grande majorité des entrepreneurs et des gens qui dirigent les entreprises et privées et publiques à travers le monde, c'est là qu'ils vont prendre la formation fondamentale pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, à tout point de vue, du point de vue finance, du point de vue personnel, du point de vue marketing, c'est-à-dire que les clients pour lesquels on travaille, et du point de vue des spécificités du produit ou du service qu'on offre, mais aussi du point de vue stratégique, la bonne gestion en général pour pouvoir obtenir les objectifs fixés. Et aussi, il y a quelque chose aussi qu'il faut ajouter. Les Anglais
et les Américains, les gens qui parlent anglais, souvent parlent aussi du self-governance, c'est-à-dire comment se diriger soi-même dans le but de fixer les objectifs qu'on veut atteindre et ce qu'on doit mettre en marche pour y arriver. Donc, la gestion stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les données empiriques que vous avez pu collecter dans votre expérience au niveau des années 90 en Haïti vous ont fait comprendre que la théorie était nécessaire, que ce soit pour le secteur public ou encore le secteur privé, si on veut obtenir des résultats au niveau de la production, au niveau du PIB. Donc, je suppose que vous avez été beaucoup plus micro pour donner des résultats. Certainement. Mon travail traite surtout de la microéconomie. Parce que vous êtes économiste de formation quand même. Ouais, bon, écoutez, au niveau doctoral, et j'ai passé un de mes examens dans la macroéconomie. Mais au fur et à mesure, et comme j'enseignais dans un business school, et la microéconomie était beaucoup plus importante, dans un certain sens, mais il n'y a pas de macro sans micro. C'est-à-dire que toute théorie ou application macroéconomique a ses racines microéconomiques. Et de fait, avant là, on pourrait emprunter une page à la mathématique. La théorie des ensembles. Il faut avoir des éléments dans les sous-ensembles et les sous-ensembles pour le rendre référentiel. De fait, avant le XXe siècle, on ne parlait pas de la macroéconomie, c'était surtout la microéconomie. Ouais. Cependant, quand on va lire que Adam Smith, que Karl Marx ou n'importe qui, Ricardo, écoutez, ce monde-là disait des choses qui avaient des implications macroéconomiques, mais c'était essentiellement microéconomique. Bon, sauf Marx, c'est plutôt macro dans un sens. Donc, mais de toute manière, et je suis content d'être au pays et pouvoir causer avec les gens. Et dans le temps, je causais un peu plus de politique. Je pense parler moins de politique et parler beaucoup plus d'économie, de gouvernance, de business. Le business n'est pas un mauvais mot. De production, de préparation des gens qui vont gouverner les entreprises. Parce que vous comprenez, le progrès économique est le résultat du travail réalisé au niveau des entités de production. Sur les fermes, dans les ateliers, dans les industries, dans la manufacture, au port, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les banques et dans d'autres institutions qui n'existent pas encore dans ce pays et qu'il va falloir faire exister pour que 10 millions de personnes, 10 millions d'hommes et de femmes nés sur ce pays d'Haïti puissent commencer à vivre une autre vie plus décente et plus acceptable, et pour que nos enfants puissent avoir un avenir meilleur. C'est tout. Je crois comprendre dans ce développement où vous dites que les institutions, c'est fondamental. Sans institutions, on ne peut pas développer un système économique, on ne peut pas avoir de croissance ou encore de développement dans un pays. Et sans entreprise, on ne peut pas le faire non plus. C'est sûr. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons comme invité le docteur Paul Latortue. Nous parlons d'économie, mais nous parlons des sujets également extrêmement importants, gouvernance qu'on a parlé hier, et garder la situation de Porto Rico, il est caribéen après tout. À tout à l'heure. Racontez-nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre.
Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que Banque centrale bay toute banque monnaie. Groupe Croissance, en partenariat avec Profine et Banque Centrale, a poussé pour 6e édition Sommet international sous finance et première édition FinTech là, qui a fait du 18 au 22 avril 2016 dans Port-au-Prince à Pétionville. Thème sommet, année ça, c'est financer les infrastructures en Haïti. En pile experts nationaux Amérique latine et Caraïbes là, pour discuter pendant 5 jours sur investissement en infrastructure que Haïti besoin. En pile expert en région pour présenter différents types de financement pour infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques et télécommunications. En pile activité pour le temps pour 6e édition ça. Mardi 19 avril. A bien une conférence internationale sur microfinance que Groupe Croissance avec firme financière internationale TCX pour organiser. Première édition FinTech là, qui a fait 21 à 22 avril pour discuter sur l'impact nouvelles technologies information et communication gagnées sous secteur finance là. Pas oublier, sorti 18 pour arriver 22 avril 2016, Groupe Croissance, Profine et Banque de la République d'Haïti. Cassez rendez-vous avec nous pour 6e édition ça, qui patronné par Banque de la République d'Haïti, BRH, APN, FDI, Unibank, BNC, EIC, BUH, Ministère Économie et Finances, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20, Challenge Magazine. Groupe Croissance avec nous pour tout temps. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique, nous parlons d'économie, de gouvernance, de la gestion des entreprises, de la gestion d'un pays. Comme invité, Dr Paul Latortue. Paul Latortue, vous vivez à Porto Rico, vous êtes caribéen. La gestion macroéconomique, peu importe un pays riche ou pauvre, s'il n'y a pas une bonne gestion, ça peut causer des problèmes. On se rappelle de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé à Porto Rico exactement? Bon, écoutez, plusieurs choses se sont passées à Porto Rico. Porto Rico, c'est un pays avec des problèmes sérieux aujourd'hui. Et ces problèmes ont plusieurs sources, mais je vais mentionner peut-être les deux principales sources. Tout d'abord, depuis plus de 25 ans, le rythme de croissance de l'économie portoricaine avait commencé à baisser. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016, Porto Rico est en décroissance depuis près de 11 ans. 11 ans. Au début, on parlait de l'effet de la récession nord-américaine sur Porto Rico. Moi, j'étais certain que ce n'était pas ça. Parce que, premièrement, cette décroissance a commencé avant la récession de 2008-2009 aux États-Unis. Et deuxièmement, parce que mes études sur Porto Rico, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'économie portoricaine. On parle de quelle population et de quelle superficie? Bon, et Porto Rico, c'est à peu près le tiers d'Haïti en termes de superficie. Et Porto Rico avait, à l'époque, à peu près 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, Porto Rico n'a plus 4 millions d'habitants parce qu'il y a une émigration nette très forte de plus de 100 000 personnes par an depuis quelques années. Mais retournons à mon argument.
Pour moi, c'est clair que depuis fin des années 70, et on commençait à avoir ces problèmes. On en parlait à partir de l'université, mais les gens disaient ce sont les professeurs d'université qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'en réalité, les choses semblaient aller bien. Mais nous savions que les choses ne vont pas bien si le taux d'investissement baisse. Parce que la croissance, c'est l'investissement qui pousse la croissance. Et alors, qu'est-ce qui était arrivé donc, à ce moment-là? C'est parce que Porto Rico, dans les années, la grande croissance connue dans les années 50, 60 et un peu 70, était une croissance basée sur l'investissement nord-américain qui arrivait à Porto Rico. C'est quel secteur dominant au niveau de l'économie? Manufacture. Manufacture. Et au moment où les salaires commençaient à augmenter, on voyait la tendance pour que l'investissement commençait à baisser. Et tôt ou tard, l'investissement dans le secteur manufacture qui baisse, alors qu'on cessait d'investir dans l'agriculture et dans les autres secteurs. Donc nous savons que ça peut tarder un peu, mais les problèmes vont arriver. Donc il y a cette question de la croissance économique. La deuxième source de problème à Porto Rico, c'est qu'en fonction de ce manque de croissance, le secteur public a voulu augmenter le nombre d'employés dans le secteur public. Mais écoutez, si vous faites ça, ça ne peut pas se tenir. Après un bout de temps, vous allez commencer à avoir des déficits fiscaux. Et ce que Porto Rico a fait, puisque c'était relativement facile pour Porto Rico d'accéder au marché financier nord-américain, donc le marché financier de Wall Street. Pourquoi c'était relativement facile? Parce que les bons émis par Porto Rico ne paient pas la taxe fédérale. Il y a exemption de taxes de l'État de Porto Rico et il y a exemption aussi de taxes municipales. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette triple exemption, si vous offrez plus ou moins le même taux d'intérêt que les autres bons offrent, ipso facto, le rendement effectif des bons portoricains est plus élevé que le rendement effectif des bons émis à partir d'unités nord-américaines. Donc les incitations créées ont mis en place un marché où Porto Rico offrait un avantage pour laisser les États-Unis pour venir de cette île-là? C'est clair. Donc, et les portoricains s'en ont servi un peu trop. Et le jour où le système financier américain s'en est rendu compte, c'est le moment où la ville de Detroit a eu des problèmes fiscaux. Et quelqu'un a dit, voyons voir quelle autre unité qui a accès à ce marché de bons municipaux qui pourrait avoir des problèmes. Et on a découvert la grande participation, n'est-ce pas vrai, du Trésor portoricain dans ce marché de bons municipaux. On est allé voir les données macroéconomiques de Porto Rico et on s'est rendu compte, mais cette unité-là qui vient demander de l'argent a des problèmes. Et un jour, les problèmes vont s'accentuer et à partir de cette reconnaissance, il y a eu donc une décision de ne plus prêter autant à Porto Rico qu'auparavant. Et comme Porto Rico dépendait et de ces bons-là, de l'émission de ces bons, pour pouvoir couvrir un peu les manquements fiscaux, alors la détérioration est venue très rapidement. Très rapide. Donc, il y a autre chose, peut-être qu'il faut aussi mentionner. Parce que vous savez, chez nous, quand on parle de quelqu'un ayant des problèmes financiers, les gens, bon, c'est une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de doute. Mais
il y a toujours des moyens légaux pour pouvoir amoindrir un peu les problèmes. Et Porto Rico n'a pas ces moyens légaux. On peut en parler après. Tout à fait. Mais c'est intéressant dans la mesure où on se rappelle du problème de marché de logement qui a provoqué la crise de 2008. Et voilà qu'on se retrouve maintenant dans un aspect très public. Et comme vous l'avez si bien dit, Detroit a ouvert les yeux pour dire il y a quelque chose qui est en train d'être cuisiné, il faudra corriger tout cela. Et la crise du marché de logement à Porto Rico On l'a ressenti? Oh, mais tout le monde le ressent parce qu'il y a un surplus d'appartements et de maisons qui ne peuvent pas être vendus. Avec le départ également de beaucoup Avec le départ des gens, avec les banques qui sont un peu moins généreuses, si vous voulez bien, et puis avec le chômage et avec les problèmes macroéconomiques. Non, ça ne va pas. C'est un double choc, hein? C'est un double choc. Et voilà que aussi les gens qui ont beaucoup investi, moi personnellement j'ai beaucoup investi dans ce secteur, je ne souffre pas beaucoup parce que j'ai pu faire les ajustements. Bon, ce n'est pas le moment de parler des choses personnelles, je n'en souffre pas beaucoup parce que je comprends la situation et j'ai pu à temps faire des ajustements. Mais cependant, il y a toujours un coût d'opportunité à payer. Tout à fait. Mais je m'en tire, mais ça va. Tout à fait. Mais il y a d'autres qui n'ont pas votre connaissance, qui ont perdu leur retraite, qui ont des situations extrêmement difficiles. Et en parlant de retraite, aujourd'hui, on dit souvent, et ce n'est pas faux, ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai non plus, que la dette est totale de l'État portoricain se situe aux environs de 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. Au plus ou moins 100% du produit national. Mais faites attention, 70 milliards, c'est si on ne prend pas en considération des fonds que l'État portoricain doit aux fonds de pension qui n'ont pas été alimentés. Et si on prend ça en considération, ça comme on devrait le prendre, et des 70 milliards, on passe facilement à 110 milliards. On traverse la barre de 100. Dois-je rappeler pour les Haïtiens, juste pour esprit comparatif, qu'une île à peu près de 9000 km², moins de 4 millions d'habitants, on aurait pu prendre tous les portoricains et les mettre dans la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, à savoir le département de l'Ouest pour les héberger. Et 9000 km², ça ferait peut-être l'Artibonite et le département de l'Ouest. Voilà une situation. 70 milliards de dollars américains. Nous sommes à 2 milliards. Est-ce que, Paul Latortue, je suis sûr, à chaque fois, on regarde les problèmes portoricains, il toujours un petit coup d'œil sur Haïti. C'est une île, c'est une expérience. Donc, comment on pourrait partager l'expérience portoricaine? Je crois que Gon parti de ce qui a passé en Haïti, qui semblait ça qui passait Porto Rico, parce que certainement, Haïti, depuis les années 80, et le taux de croissance en Haïti, il baissait, il est pratiquement négatif. Ah oui, c'est une forme moyenne de prime d'Arabab dit 30 dernières années, nous sommes à peut-être 0,1%, nettement inférieur au taux de croissance démographique. C'est la formule pour la pauvreté. Et bon gens que nous avons expliqué pour faire voir le point commun, c'est que et Porto Rico et Haïti, et la globalisation leur a fait du tort. La politique de globalisation suivie dans ces pays. À Porto Rico, ils en ont parlé, mais on n'a pas pris ça au sérieux. En Haïti, on a pris des décisions qui ont trait à la globalisation, qui nettement n'étaient pas des décisions intelligentes dès le début. Cependant, il y a des institutions internationales qui nous ont poussés là-dessus. Et maintenant, les gens qui ont commandé ces institutions nous disent
ils avaient tort. Clinton l'a dit ici, je n'ai pas besoin de répéter. Et je pense que c'est une des choses qui a fait une différence. C'est une des choses qui a fait une différence pour la République dominicaine. La République dominicaine a eu une politique d'intégration et au marché international beaucoup plus intelligente que celle suivie en Haïti, aussi bien que celle suivie à Porto Rico. Si tu veux, on peut en parler davantage, mais c'est pour résumer un peu ce que je crois voir. Bon, votre expérience au niveau caribéen, peut-être il faudrait penser même à avoir une conférence là-dessus et en discuter parce que